Bonjour à toi viewer, bienvenue dans Game Hunter, une émission qui parle de jeux vidéo, consoles et autres trucs et machins en rapport avec l'industrie du jeu vidéo. Je suis Clippy et aujourd'hui on va parler d'une des consoles les plus révolutionnaires de l'histoire du jeu vidéo, responsable à la fois de la démocratisation de l'être des temps réels et du support CD-ROM, la PlayStation. La PlayStation est née dans des circonstances particulières que je m'en vais vous conter de ce pas. À la fin des années 80, plus précisément en 1988, le karaoké fait un énorme boom au Japon, en rapportant pas loin de 500 000 millions de dollars, et Sony se voit bien vendre aux ménagères nippones des karaokés domestiques. Le fort taux de pénétration des consoles dans les salons donne des idées aux têtes pensantes de Sony. Un accord est donc proposé à Nintendo en janvier 90 avec pour but de créer un add-on CD pour la Super NES. Un accord renforcé par la présence de Ken Kutaragi chez Sony, génial inventeur de la SCPC7000, le processeur sonore de la SNES. 18 mois plus tard, les premiers prototypes voient le jour. La PlayStation est alors un add-on CD capable de lire des logiciels ludiques, donc des jeux, mais aussi non ludiques tels que des encyclopédies, des karaokés, des jeux éducatifs, et peut-être même des atlas en 3D, oh là là, regardez, c'est le futur. Mais rapidement, des questions vont émerger sur l'apparent déséquilibre de l'accord, ce dernier stipulant que Sony pouvait développer des applications non ludiques pour la PlayStation et jouir de l'intégralité des royalties liées aux dites applications. Nintendo commence à réaliser qu'on s'est peut-être pas mal foutu de sa gueule et se dit que Sony peut se servir du CD-ROM pour s'installer sur le marché du jeu vidéo électronique, Ulysse Style, avec Kutaragi en guise de sinon. Dès lors, les rapports entre Sony et Nintendo se détériorent jusqu'en juin 1991 au CES organisé dans la ville de Chicago. Sony annonce à la presse que le développement d'une plateforme multimédia utilisant le CD-ROM est en cours et qu'il collabore avec Nintendo pour le développement de cette dernière. Nintendo s'en balance et annonce le lendemain lors de leur conférence un accord complètement différent passé avec Philips qui donnerait à Nintendo un pouvoir total sur toutes les licences de la future CDI. Ouais, puis quand on voit ce que ça a donné, on sait qu'ils auraient mieux fait garder le contrat avec Sony. A partir de là, Sony enrage, personne ne comprend mais tout le monde se sent insulté, d'autant plus que Nintendo et Philips font la sourde oreille et laissent complètement bider Sony. Et justement, chez Sony, ça pointe Kutaragi du doigt. Ce dernier, encore en PLS, décide de plus être là avec ça comme on dit chez moi, et de travailler en secret sur un prototype standalone de la PlayStation. Il présente ça à Norio Oga, qui n'est pas convaincu. En poussant un petit peu et en jouant sur la corde sensible, il parvient à obtenir le feu vert de ce dernier pour révolutionner le marché du jeu vidéo tout entier, excusez du peu. Le plan est simple, un hardware jamais vu auparavant et une politique complètement à l'opposé de celle de Nintendo à l'égard des éditeurs. En effet, Nintendo était assez restrictif sur leur système de royalties. Déjà, tout éditeur devait verser des royalties sur les cartouches vendues, ça c'est on va dire normal, mais pour Nintendo, les royalties s'élevaient à 20%. En plus de ça, l'éditeur devait commander un minimum de 10 000 cartouches avant de pouvoir produire son jeu. Alors oui, c'est sûr que c'est rentable, mais ça peut rendre frileux pas mal d'éditeurs. Chez Sony c'était différent, les royalties étaient beaucoup plus raisonnables pour séduire les éditeurs, et l'utilisation du support CD rendait complètement inutile l'achat minimum de 10 000 cartouches. Reste plus que le hardware maintenant, mais seulement voilà, de par son statut de petit nouveau, Sony ne peut pas se contenter de faire aussi bien que la concurrence. Et ça, Kutaragi le sait. Le passage de 8 à 16 bits n'a pas changé grand chose, on est resté sur une technologie de sprite en 2D. Ce que je voulais faire, c'est une machine adaptée à la 3D. Et grâce à son architecture 32 bits, son unique mégabit de RAM, son cache texture de 2 kilobits et plein d'autres trucs techniques que je comprends pas, la PlayStation a complètement baisé le game, capable d'afficher des graphismes 3D temps réel avec une définition de 240p en progressif et pouvant monter jusqu'à 480p par entrelacement. Ajoutez à ça son prix de l'époque, 2000 francs, soit 429 € si on ajuste avec l'inflation d'aujourd'hui, c'était, si on exclut la Jaguar, la moins chère. Notez d'ailleurs que la fameuse CDI de Philips, le nouveau partenaire à Nintendo, coûtait 4 990 francs, soit beaucoup trop cher, surtout quand on garde en tête le fait que c'était les CDI entrée de gamme à ce prix-là, et que ces dernières n'étaient pas capables de lire de films. Et c'était un énorme point de vente de la CDI à l'époque. Et on parlera de la CDI un jour. Promis. Picturez-vous en septembre 95. La console vient de sortir et vous vous dirigez dans le magasin champion le plus proche pour vous acheter une authentique PlayStation. Seulement voilà, 2000 francs c'est certes la moins chère, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Comme c'est la HES que les jeux coûtent la blinde et qu'il n'y a pas de jeu fourni avec la console, vous allez passer pas mal de temps sur Demo One, le CD de démonstration fourni avec votre PS1. Que ce soit devant la démo technique du T-Rex ou à tourner en boucle sur le même circuit de Wipeout, voire même juste groover sur le thème du menu. Un mois plus tard, après avoir touché votre bourse et tapé un peu de fric à vos parents, vous foncez de nouveau dans votre champion local pour prendre un jeu. Et là, deux possibilités. Soit vous prenez un jeu au pif basé sur la jaquette. Eh, ça a l'air pas mal. Ah. Ou alors vous vous renseignez dans la presse spécialisée et du coup vous faites un choix plus judicieux. Parce que oui putain, la PS1 a accumulé un sacré catalogue de jeux, plus de 2000 en fait, qui vont de La Purge sans nom, jusqu'au Graal total, en passant par le bon, le pas trop mal, et aussi le mais putain qu'est-ce que c'est quoi ce truc ?
Vas-y va, t'as cru que j'allais payer mes jeux, toi. Tu crois que j'en ai quelque chose à te fou? Moi j'ai un topo, il peut me mettre tous les jeux dessus. Tous. En effet, la PlayStation a connu son lot de piratage, malgré son système de copie plutôt intelligent, et non, ça n'a rien à voir avec la couleur des CD, c'est juste parce que c'était méga la classe. Black ink is added to the plastic to give the CD its distinctive, cool, PlayStation-only look. Le système de protection utilisait une sorte d'imperfection volontaire dans le CD qui communiquait avec le laser, authentifiant d'une part le jeu et validant son code région d'une autre. Mais il est vrai que si vous possédiez une connexion 512K, des CDR et un graveur, avec un peu d'astuce, il était possible d'arrêter de payer vos jeux. Et pour jouer aux 10 jeux, vous aviez le choix parmi une pléthore de périphériques. Que ce soit stick arcade, pistolet, la meilleure manière de jouer à ce combat ever, truc chelou, manette sans fil, canne à pêche, souris, Tamagotchi, ou oui bon c'est pas vraiment une manette, ou encore contrôleur adapté au poulpe. La PlayStation aura droit à une cure minceur en juillet 2000 avec la PS1, notez que ce ne sont pas les deux seules versions de la PS1 puisqu'il y a aussi la Debug Station, qui entre autres peut lire les jeux de n'importe quelle région, ainsi que le Net Yarosi qui est le Saint Graal du Saint Graal, dans sa robe noire mat sexy, qui permettait de développer des jeux à la maison, bordel il m'en faut une. La production de la PS1 stoppera en mars 2006, après avoir écoulé plus de 102 millions d'unités, faisant de la PS1 la grande gagnante de la 5ème génération. Loin devant la Nintendo 64 avec ses 32 millions, et annihilant complètement la Saturn avec ses pauvres 9 millions. On pourrait se sentir triste de voir la PS1 partir si tôt. Oui bon, si tôt, la PS2 est sortie depuis 6 ans et la PS3 est sur le point d'arriver. Mais ce serait oublier qu'une PS1, ou peu s'en faut, est allée là où aucune console n'est encore allée. Pluton. En effet, la sonde New Horizons, qui a visité Pluton en juillet 2015, est équipée du même processeur MIPS R3000 qui, il y a maintenant de nombreuses lunes de cela, travaillait dur à faire tourner vos jeux préférés. Elle a parcouru 5,7 milliards de kilomètres et maintenant cela coule douce dans la ceinture de Kuiper. La PlayStation n'est pas juste géniale pour son hardware ou pour ses jeux, elle est aussi, avec le temps, devenue un symbole d'une génération nostalgique qui se souvient avec émoi de ces après-midi d'hiver dans le salon de papa-maman, où ils pouvaient être dans la même journée pilote de chasse, soldat, champion du monde de rallye ou Power Ranger. Une époque bénie où ils n'avaient pas à se soucier de quoi que ce soit si ce n'est d'aller remplir leur verre de Pepsi et leur bol de chips entre deux cinématiques. Et c'est un véritable plaisir de pouvoir consacrer le premier épisode de cette série à cette manie. C'est vous qui chassez les jeux. Ça se peut. J'ai une proposition à vous faire.